Ça tourne, c'est parti. Ce mois-ci, j'avais très à cœur de recevoir un invité un peu spécial, un entrepreneur qui donne du sens à son existence et à son business, et dont la mission première est de chouchouter notre santé mentale. Ludovic Dujardin, fondateur de la plateforme Méditation Petit Bambou. Merci d'avoir accepté mon invitation. Comment ça va ? Merci à toi de m'avoir invité surtout. Je vois que tu es très à l'aise, tu t'es déjà mis en chaussettes. Tu sais qu'on est beaucoup plus honnête lorsqu'on se confie en chaussettes. Tu me disais ça tout à l'heure et en fait, je trouve que cette phrase, elle est super en fait. Voilà. Il y a la petite rime qui va bien. C'est Frédéric Lopez qui a été mon premier invité dans les podcasts filmés et qui s'était mis en chaussettes. Et je dis, mais ça va ? Il me dit, non, mais tu sais qu'on se confie 80% fois plus qu'en chaussures. Je dis, ok, très bien, on va tout le temps se mettre en chaussettes. Du coup, je propose systématiquement à mes invités d'enfiler leurs chaussettes. Et toi, naturellement, t'es arrivé comme ça, j'adore. Ouais, je suis arrivé, j'ai enlevé mes chaussures tout de suite. Moi aussi, je me sens bien en chaussettes, en fait. On est les pieds au sol, quoi. Ça me fait plaisir. Alors, avec toi, Ludovic, j'avais très envie de comprendre et de déceler si l'entrepreneuriat était réellement compatible avec le bien-être, avec la santé mentale, parce que c'est un sujet qui me préoccupe personnellement, mais qui préoccupe toute une génération désireuse d'entreprendre. Donc, si tu le veux bien, on va retracer un petit peu ta vie et les éléments de ta vie qui t'ont boosté, motivé à réaliser ton chemin de vie à toi et là où t'en es aujourd'hui. Ok, avec plaisir. Okay, avec plaisir. Tu acceptes l'invitation à ce voyage ? Elle m'impressionne un peu. mais non, parce que c'est... Alors, ça veut dire que tu t'impressionnes. Oui, mais dans les deux sens, on n'a qu'à dire. Des fois, je m'impressionne, et puis deux fois, je m'impressionne pas du tout, et plutôt l'inverse. Comme tout à chacun, en fait, en vrai. J'adore, c'est hyper intéressant. Tu vois, on rentre dans le vif du sujet. Mais avant, tu vois, de parler de ton statut, de ce que tu as créé, entrepris, j'aimerais revenir au petit enfant qu'était Ludovic, et ton rapport à l'enfance, comment il se traduit ? Tu vois, quand tu poses cette question-là, ça se voit pas à la caméra, mais j'ai plein de frissons qui me traversent le dos. Parce qu'en fait, j'ai énormément de tendresse pour l'enfant que j'étais. Et j'adore revenir à ces sensations-là. Je pense que j'étais un enfant qui était très aimé. J'ai eu pas mal de questions sur est-ce que j'étais désiré ou pas, parce que je suis arrivé très près de mon frère, et donc j'ai étudié ça un peu en psychothérapie. Tu es le deuxième, pour savoir. Du coup ? Je suis le second, ouais. Et mon père m'a rassuré, mais c'est très récent. Il y a 1 an. J'ai été le voir pour lui demander, en fait, tout simplement. Je me suis dit, comme ça sera plus simple. Ah ouais, frontalement ? Frontalement, ouais, c'était dans une discussion très intime avec lui, donc j'ai profité de cette discussion pour poser cette question, et puis il m'a dit, mais le oui était sans équivoque, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de... Enfin, il y avait pas de sujet, c'était hyper honnête. Il n'y a pas de sujet, ouais, exactement. Donc j'étais un petit garçon, je pense plein de vie. Ce que disent mes parents, c'est que j'étais assez pas trop canalisable en fait. C'est que je partais un peu dans tous les sens. Je faisais plein de sports, je m'intéressais à plein de choses. J'étais éduqué dans une éducation Montessori. Oui, j'ai entendu ça. Et ça, j'ai adoré. Ouais. J'ai l'impression que tu gardes un souvenir de ton enfance hyper joyeux, hyper plein de couleurs. T'as une nostalgie assez forte à l'enfance. De ce que j'ai entendu. Pas de nostalgie, parce qu'en fait, on peut recréer ces couleurs maintenant. En fait, être nostalgique, ça voudrait presque abandonner le fait qu'on peut avoir une vie de plein de couleurs. En tout cas, tu arrives à transposer ces couleurs dans ta vie d'aujourd'hui, et j'imagine avec l'éducation de tes enfants. Ouais, j'essaye au maximum. Ouais. Alors moi, mes enfants sont ados là maintenant, donc c'est les grands enfants. Ouais, c'est des grands enfants. Donc les couleurs, elles changent. C'est rigolo ce passage de l'adolescence, c'est-à-dire que avant, ils suivaient mes élans. C'est-à-dire, si je dis, allez, on va à la montagne, ou allez, on va faire du bateau, ou alors. Et maintenant, c'est toi qui les suis. Maintenant, c'est moi qui les suis, parce que si je les suis pas. C'est eux qui sont moteurs. Si je les suis pas, en fait, ils veulent plus venir, évidemment. Ça a été quoi ton moteur, justement, toi, dans la vie, dans ta courte enfance, puis l'adolescence ? Qu'est-ce qui germait en toi ? Est-ce que tu as un souvenir précis où tu t'es dit, tiens, ça va être mon rêve, ça va être mon objectif de vie ? Je crois que j'ai toujours été hyper épris de liberté. J'ai fait des choix d'espace, j'étais pas un très bon élève à l'école, on m'a qualifié beaucoup de rebelle. Ah oui ? Ouais, beaucoup. C'est fou, enfin, je t'imagine pas du tout comme ça maintenant, aujourd'hui. Alors je sais pas si c'est la posture d'avoir créé aussi cette plateforme de méditation Petit Bambou, mais tu vas me raconter comment t'en es arrivé là, mais du coup c'est contrasté avec ce que tu me racontes. C'est parce qu'on m'a demandé de m'habiller comme ça, mais normalement j'ai des têtes de mort sur moi. C'est juste une armure, en fait. C'est juste une armure, ouais. Non, ouais, très rebelle. Je me suis fait virer de 2 lycées, j'ai eu 10,01 au bac, ce qui permet d'avoir le bac sans trop d'efforts. Et puis finalement, après ça, je me suis réadapté à ce qu'on attendait de moi, et donc finalement, j'ai fini par faire des études. À rentrer dans le moule, alors ? À rentrer dans le moule, mais dès la fin des études, je suis parti aux États-Unis, dans la Silicon Valley, pour voir ce qui s'y passait. Et puis finalement, j'ai été embauché là-bas dans une entreprise qui était voisine de Google à l'époque, c'était rigolo. Wow. On était plus gros que Google. Ah ouais ? Ouais, c'était en 99. Et t'es resté combien de temps aux États-Unis ? Et je suis resté 18 mois. Ah oui, donc c'était une courte période, finalement. Courte période, oui, parce qu'en fait, après ça, il s'est passé dans les années 2000 la première explosion de la bulle Internet. Et tous ceux qui étaient là avec des visas ont été priés de rentrer chez eux. Ils voulaient pas renouveler mon visa. Ouais, exactement. Qu'est-ce qui t'a fait...
Tu serais rentré en France ou tu serais resté là-bas sinon, si on t'avait pas obligé à rentrer? En fait, j'étais partagé, parce que j'aimais beaucoup la vie là-bas, mais il y avait un aspect de cette vie américaine, je pense, qui profondément me déplaisait. Enfin, il y avait 2 aspects. Le premier aspect, c'est le culte de la performance tout le temps. Ouais. Et donc, en fait, ils étaient tous presque en overdrive. Et on sait que la performance poussée à l'extrême, en fait, ça crée de la fragilité. C'est-à-dire qu'au moins de petits coups où on doit s'adapter, si on est en pleine performance, on n'a pas beaucoup de ressources, en fait. Ouais. Donc ça me plaisait pas trop, mais bon, le jeune adulte que j'étais de 23 ans, il avait quand même pas mal la pêche là-bas. Donc, en fait, j'arrivais plus ou moins à m'adapter. L'autre truc qui est un peu plus personnel, c'était que c'était un environnement qui était essentiellement masculin. Et moi, j'avais envie de créer une famille, en fait. J'avais envie de tomber amoureux, j'avais envie de me marier, j'avais envie d'avoir des enfants. Et je ne me voyais pas le faire là-bas. Donc, de toutes les façons, je pense que même si on avait renouvelé mon visage, je serais pas resté très longtemps. Et t'étais amoureux quand t'étais là-bas? Non, j'étais pas amoureux. Non, j'étais en cœur brisé là-bas. Je suis parti après une rupture avec mon premier grand amour. Et donc, c'est pour ça que je suis parti m'exiler, en fait. C'est pour ça que je me suis dit, allez, je prends l'air, quoi. Je repars à la conquête d'espace. En tout cas, tu t'es éloigné en te sauvant. Oui, donc je comprends mieux aussi l'expérience, pas forcément toute rose des États-Unis. C'est que c'était aussi lié à un chagrin d'amour. Et souvent, même si l'expérience est heureuse, enfin voilà, à l'intérieur de toi, c'était un peu chahuté. Ouais, complètement. Et est-ce que tu dirais que t'es revenu nouveau et changé après ce voyage et après cette expérience américaine? Parfaitement, ouais. Et pas forcément sur les points où j'attendais. C'est ça qui est magnifique dans la vie. Et soigné aussi, peut-être? Ton cœur était guéri ou pas? Non, en rentrant, je voulais la retrouver. Oh. Mais c'est ce qui s'est passé ou pas? Non, c'est pas ce qui s'est passé. Et je l'ai jamais revue depuis, d'ailleurs. On a repris contact par les réseaux sociaux à un moment. On l'embrasse. Elle se reconnaît, évidemment. Enfin, j'espère, parce que si elle se reconnaît pas, c'est que vraiment j'étais dans le faux. Oui, je suis revenu changer, je suis revenu très aéré. Les Américains, ils ont ça de beau qu'en fait, ils vont de l'avant un peu sans trop réfléchir. Ouais. Et il y a un peu en mode robotisé quand même. Alors il y a vraiment le revers de la médaille que j'aime pas du tout, mais quand on arrive à prendre allez, le monde est à nous. En fait, le monde est à nous, pas aux Américains, hein. Mais le monde est à nous personnellement. Cette posture-là, j'avais été très marqué parce que j'avais rencontré quelqu'un qui travaillait un peu sur les différences franco-culturelles franco-américaines et qui partait de ce concept, de ce constat-là, c'est que quand on raconte des histoires aux enfants, en fait, il y a toujours une figure emblématique qui est le loup. Et le loup, il représente le danger, mais il symbolise surtout le danger à l'extérieur, et donc en fait, qui nous crée une peur d'aller découvrir. Alors que les Américains, ils ont l'inverse. Dans leurs histoires, c'est les monstres sous le lit. Ils ont pas du tout peur de l'extérieur. L'extérieur, c'est un monde d'opportunités. Ils ont symbolisé le danger presque à l'intérieur. C'est-à-dire que si on reste trop chez nous et trop immobile, on finit probablement par pas se donner l'opportunité d'aller chercher son bonheur. Et toi, t'as gardé l'option loup, l'option monstre alors? J'ai complètement pris l'option monstre. T'as envie d'aller découvrir, d'aller explorer, d'aller. Ouais, j'adore ça. D'essayer des nouvelles choses tout le temps, de pas se satisfaire d'un immobilisme. Voilà. Ouais. Et est-ce que c'est de là que t'es née l'envie de comprendre et de la connaissance du développement personnel, de la santé mentale? Est-ce que tu penses qu'elle est née de cette vingtaine et d'avoir vu à quel point les Américains étaient dans la performance, dans l'ultra-performance dont tu parles, de peut-être essayer de se détacher, en tout cas de s'éloigner un peu de ça et de prendre davantage soin de ton petit cerveau, de le chouchouter? Ouais, alors j'adore ce mot, chouchouter son cerveau. Oui, alors ça a contribué, évidemment, mais plutôt par réaction, encore une fois, par ce côté rebelle, en disant, bon, ils prennent cette espèce de quête tous azimuts que j'aime beaucoup dans l'énergie. En fait, elle se fait au détriment de pas mal de constructions intérieures. Moi, j'étais élevé par une mère qui était quand même assez versée dans ces choses-là. Dans mon école d'ingénieur, j'avais pris option développement personnel à 20 ans. Donc, j'étais déjà... Ça existait déjà? Ça existait déjà, ouais. Donc, on avait pas mal fait de trucs, la méthode Gordon, on avait étudié des choses comme ça. Et un peu d'analyse transactionnelle, très mal utilisée à mon âge, parce qu'en fait, c'est quand même des outils qui peuvent perturber justement les relations avant qu'on les ait bien intégrées, qui peuvent tendre vers de la manipulation peut-être même. Il faut faire vraiment très attention à toutes ces choses-là. Et voilà, donc oui, j'étais déjà dedans, mais par réaction, oui, quand j'ai vu aux États-Unis comment ils vivaient, cette espèce de course effrénée à la performance, qui pour moi est synonyme de fragilité, je me suis dit, bah oui, prendre soin de soi, prendre soin de qui on est, aller à la rencontre de qui on est, et vivre la beauté de ce chemin, de cette rencontre, en fait, c'est canon. Donc, ok, donc il y avait cette sensibilité, donc la genèse est partie de cette envie de rébellion. Ensuite, tu as créé 7 boîtes, 7 entreprises. Avant d'en arriver à Petit Bambou, on va y revenir, mais où est-ce que tu as trouvé, où est-ce que tu es venu puiser
cette énergie, cette créativité pour créer l'ensemble de ces sociétés? C'est une question qui appelle 10 000 réponses. En fait, j'aime bien dire qu'à chaque fois que j'ai créé des projets, je les ai créés à partir de là où j'en étais justement sur ce chemin. De ton état d'esprit, émotionnel aussi. Et c'est vrai que je regarde ça avec beaucoup de tendresse maintenant encore pour le jeune adulte de 24 ans au moment de ma première entreprise. Je voulais rendre fiers mes parents, de reconnaissance là-dedans, exactement. Mais est-ce qu'on trouve un jour la reconnaissance totale de nos parents? Alors, vaste sujet. Moi, je peux parler de mon expérience personnelle. C'est un sujet qui m'a beaucoup miné. Parce qu'effectivement, je l'ai jamais trouvé. Je l'ai jamais trouvé, non pas parce qu'ils sont pas fiers de moi, je l'ai jamais trouvé parce qu'ils étaient déjà fiers de moi. Donc, en fait, je cherchais quelque chose qui était déjà là, mais je le cherchais ailleurs que là où il était. C'était ton propre fantasme, en fait, de reconnaissance. Pas mal de travail psychothérapeutique pour comprendre tout ça. Et voilà. Et puis, j'ai été les voir, mes parents, pour leur parler de ça. J'ai quand même pris mon courage à deux mains ce jour-là. T'avais quel âge quand t'as fait ça? C'était il y a 7 ans. Donc, j'avais 41 ans. Ok. Ouais, il faut du temps avant de faire ça. Enfin, pour moi, il m'a fallu beaucoup de temps avant de faire ça. Moi, j'ai 33 ans et je suis dans cette mouvance de « Ok, je sens que je vais avoir besoin de cette discussion, donc vas-y. Donne-moi tes enseignements. je vais en prendre de la graine. De mon expérience, enfin, d'enseignement, non, je t'enseigne rien. Je t'enseigne rien. Mais de mon expérience, en fait, il y a un moment, il a fallu juste... je sais que t'es surfeuse, il a juste fallu accepter que la vague est grosse et qu'on y va quand même pour essayer. Et donc, de passer le cap. Donc, c'était un soir en Bretagne. D'ailleurs, ça nous fait un point commun. C'est plutôt Morbihan, là où sont mes parents. Personne n'est parfait. J'aime bien, c'est une belle zone de navigation quand même. Hein. Non, j'adore dans le Morbihan. Et c'était un soir et je me suis dit, bon allez, ce soir. Et je dis, voilà, je veux vous parler. Et une fois que je me suis lancé... Ah ouais, t'as sacralisé le moment et tout, quoi. Ah ouais, il fallait que ce soit un peu sacralisé pour moi. J'ai la boule au ventre de ce que tu vas me dire. Et c'était très étonnant. En fait, je te laisse faire le chemin, parce que ton chemin à toi, ce sera ton chemin à toi, évidemment. J'avais besoin d'avoir compris qu'en fait, leur réaction importait peu. C'est-à-dire que je voulais pas être vraiment entendu. Je voulais leur dire... Et eux, ils en font ce qu'ils veulent. Et en fait, ce qui se passe dans ces cas-là, c'était accepter que le fait même de leur parler allait modifier des choses dans notre relation. Et je leur parlais pas du tout en mode reproche. Hein. C'était pas du tout. C'était voilà. Je dis voilà, moi j'ai souffert de ça. Je voudrais partager ça avec vous. Et ça leur a permis. Alors ils ont une direction très différente, mon père et ma mère. Assez dans le silence d'ailleurs au début. Mais ma mère est venue le lendemain tomber dans mes bras en me disant pardon pour tout ce qui n'a pas été fait. Oh. C'était super beau. Et puis mon père a une réaction très spéciale et il a dit tu sais, c'est plutôt du côté de ta mère que ça s'est passé que du mien. Et c'est dédouané. Il s'est un petit peu dissocié et il s'est rapproché très fort sur ce sujet-là. Mais à l'issue de cette discussion. Ouais, 4 ans après. Wow. 4 ans après. Ça a mis du temps. Et donc, il faut laisser le temps aussi aux gens d'entendre que, oui, en fait, évidemment, en tant que parents, on crée des blessures sur nos enfants. Évidemment qu'on n'a pas envie de le faire, mais évidemment que ça arrive. Et de pouvoir partager, pouvoir demander pardon, pouvoir se câliner, pouvoir se prendre dans les bras. Se chouchouter. Ouais. Pour moi, c'était très libérant. Mais c'est hyper inspirant. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on apprend à être enfant en même temps que nos parents apprennent eux-mêmes à être parents. Donc, en fait, c'est une évolution constante. Moi, j'ai toujours voué presque un fantasme, une admiration sans faille à mes parents parce que je me suis dit, ils sont nés pour être parents, pour être mes parents. Alors que non, en fait, je suis arrivée à un moment, comme toi, je n'étais pas forcément désirée. Et donc, ils ont dû adapter leur vie à mon arrivée. Et moi, en fait, j'ai rien demandé, tu vois. Apparemment, on avait dit que tu choisis quand même d'arriver dans cette famille-là. En tout cas, tu choisis ta maman. Et ça aussi, ça donne aussi un autre regard, un autre prisme sur quel est ton rôle en tant qu'enfant, parent. Est-ce que tu dois éduquer tes parents et inversement? Enfin, qui apprend à qui? En fait, on apprend tous. Et c'est chouette de se mettre aussi sur un pied d'égalité. Parce que ça permet de poser les bonnes questions et d'engager des discussions comme tu l'as fait avec tes parents. Et tu sais quoi, ça fait son petit bonhomme de chemin dans ma tête et peut-être que j'oserais avoir cette discussion aussi parce que ce besoin de reconnaissance, il est constant et il peut aussi ne jamais être vain, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça? Absolument. Ouais. Et j'imagine que cette discussion, elle a dû avoir un impact aussi sur ton rôle de papa aujourd'hui avec tes enfants pour ne peut-être pas reproduire les mêmes petites erreurs que tu reprochais à tes parents. Moi, je suis hyper content de faire mes propres erreurs, moi. Ouais. C'est-à-dire que reproduire les erreurs des autres, c'est pas très marrant. Est-ce que tes ados te reprochent déjà des choses ou pas? Bien sûr, et je trouve que c'est un processus qui est assez normal, finalement. C'est un processus qui est difficile, hein, parce que qu'est-ce que j'aimais avoir mes enfants dans mes bras, qu'est-ce que j'aimais faire des choses avec eux. Puis là, maintenant, évidemment, il y a une espèce de dissociation qui est assez normale. Et il y a même un phénomène qui est probablement le phénomène que j'ai vécu aussi, moi, adolescent, qui est ils ont besoin de me trouver naze, quoi. Parce que s'ils me trouvent pas naze... C'est sain.
Bah ouais. C'est très sain, ça. Bah ouais. Et donc, s'ils me trouvent pas naze, ils partiront jamais pour écrire leur propre vie. Voilà. Donc, en fait, le pire du pire, ce serait papa, mais qu'est-ce que t'es le mec parfait, qu'est-ce que t'es génial, qu'est-ce que t'es. Donc, du coup, je reste ici et je n'écris pas ma vie. Ça serait dramatique pour moi. Ouais. Et donc, là, ils me trouvent bien naze, ouais. Ils me trouvent bien naze. Ils me trouvent gênant. C'est ça le mot. C'est le mot. Ils vont te trouver super génial après ce podcast, t'inquiète pas. Voilà, c'est ma mission aujourd'hui. Et tu es génial, et tu le sais. Merci. Je vais reprendre un petit peu le chemin de la direction de notre podcast, parce qu'on va quand même parler de méditation, de santé mentale. Ouais. C'est un peu ça le sujet. Et j'aimerais savoir à partir de quel moment la méditation est entrée dans ta vie. La méditation est entrée dans ma vie très étonnamment, parce qu'on pourrait croire que je suis un méditant et que j'ai créé Petit Bambou après. En fait, non, la méditation est arrivée au même temps que je créais Petit Bambou. En fait, dans l'histoire de Petit Bambou, j'avais créé, moi, une communauté Facebook à l'époque qui s'appelait Petit Bambou, mais qui n'était pas de la méditation. Et pourquoi Petit Bambou déjà ? C'est une facétie. C'est une facétie. J'adore Petit Bambou, ça sonne tellement doux. C'est du coton dans les oreilles, je trouve. En fait, l'histoire, c'est que quand je voulais créer cette communauté, j'avais demandé à un ami qui est dessinateur de bande dessinée de me dessiner un moine. Et le brief, c'était je voudrais un moine loser. Je voudrais quelqu'un qui se prenne pas au sérieux. Je voudrais quelqu'un qui incarne pas la sagesse, qui incarne une partie de sagesse parce qu'il est moine, mais qui soit un peu le loser, moine un peu rebelle comme toi, quoi. Ouais, il y a peut-être un petit. Ouais. En fait, après ça, on m'a dit que Petit Bambou c'était moi, tout ça, mais en fait pas du tout. Voilà, pas du tout. Pour régler la question. Et il m'avait répondu en mode petit scarabée, comme Karate Kid. Je dis ouais, voilà, en mode petit scarabée. Et en fait, il a dessiné ce dessin qui est devenu notre logo. Et quand il me l'a rendu, il a dit oh non, petit scarabée, tout le monde dit ça. Lui, je l'ai appelé Petit Bambou. Ah, comme ça. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ce dessin, je l'ai adoré déjà, ce dessin. Et je l'ai posé sur la table de ma cuisine, et puis je l'ai présenté à mes enfants, qui à l'époque avaient 4 et 6 ans, quoi. Et je leur ai présenté Petit Bambou. Et puis on dit oh il est joli, puis ils en avaient rien à foutre évidemment. Mais le soir, donc ils sont allés se coucher. Et le lendemain matin, quand ils sont arrivés dans la cuisine, ils ont dit ah il y a Petit Bambou là. Il avait adopté. Il avait adopté tout de suite. Je me suis dit ce nom que j'aime beaucoup, si mes enfants l'adoptent comme ça tout de suite et tout ça, et ben en fait je vais faire un bout de chemin avec ce nom-là. Donc c'est ça l'histoire de Petit Bambou. Mais c'est un peu une facétie, hein, c'est en mode petit scarabée, quoi. T'avais quel âge quand t'as créé Petit Bambou ? Alors, notre application de méditation a 10 ans, donc j'avais 38 ans quand c'est devenu une entreprise, et j'avais fait ça 4 ans avant, donc je devais avoir 34 ans. Et c'était un rêve de créer une application de méditation, ou alors c'est parce que tu sentais qu'il y avait une mouvance qui se créait en ce sens que tu t'es dit, tiens, là, il y a quelque chose à créer à cet endroit-là ? Alors, en fait, on est 2 à avoir créé Petit Bambou. J'ai un associé qui a exercé plutôt le rôle de stratège. C'est-à-dire que lui méditait, alors que moi je méditais pas, et lui a vu effectivement cette mouvance. Et moi, je voyais pas du tout ça. Enfin, j'étais l'entrepreneur qui cherchait son projet d'après. Et donc, il est venu me voir en me parlant de tout ce qu'a apporté la méditation. Je me suis dit, écoute, je te fais confiance, moi j'essaye. Donc je me suis mis à méditer au moment où on décidait de créer Petit Bambou. Et moi, ça a modifié beaucoup de choses dans ma vie. Et donc j'ai vraiment adoré. Donc j'ai dédié cette partie professionnelle de ma vie à cette aventure. Et c'est une aventure que moi je trouve absolument magnifique. C'est-à-dire qu'elle t'a changé parce que le sujet aussi était celui de la méditation et du bien-être mental. Mais quel était ton rapport typiquement au stress ou à l'anxiété avant de rentrer dans cette aventure Petit Bambou ? Alors, stress, anxiété, on en a un peu parlé, je peux revenir sur mes parents, mais j'avais pas mal de stress relationnel. Donc, lié à ton histoire familiale ? Ouais, lié à mon estime de moi, à ma confiance en moi, à toutes ces choses-là. Qui te boostait à créer, performer, j'imagine, et être toujours meilleur dans ta vie Exactement. Pro pour impressionner, en tout cas, être admiré par tes parents ? Bah ouais. Et en fait, je dis ça, quand je dis je peux te dire avec les bras qui m'en tombent, parce qu'en fait, j'ai plusieurs façons de le dire. Je dis que de temps perdu, en fait. Et en même temps, que de temps bien utilisé aussi, parce qu'en fait, j'en étais là. Je peux pas me réinventer autrement que comment j'étais. C'est mon histoire, exactement. Et la méditation, ce qui est, tu vois, donc le rapport au stress, j'avais ce stress-là, mais j'ai jamais eu de stress sur le matériel, par exemple. J'étais dans une période où j'avais pas de stress amoureux. Et donc l'anxiété, moi je suis toujours quelqu'un qui a plutôt bien dormi, je suis toujours quelqu'un qui a plutôt vu la vie du bon côté, qui s'est pas fait noyer dans le stress, mais j'avais mes propres stress, comme je disais, relationnels. Et par contre, donc moi j'ai commencé la méditation simplement dans le but de découvrir la méditation. Et comment t'as fait ? C'était quoi toi ta première méditation ? Tu t'en souviens ou pas ?
Ouais, je me souviens très bien de ma première méditation. C'est avec une application américaine qui s'appelait Headspace, qui s'appelle toujours Headspace. Ouais, j'ai connu aussi. Et voilà, donc j'ai pris le moyen le plus pratique possible. Donc c'était une méditation guidée. Méditation guidée. Je ne fais aussi, je dis aussi parce que je t'ai entendu parler tout à l'heure de ça, mais je ne fais aussi que des méditations guidées. Ah, on est d'accord. Ouais, j'ai beaucoup de mal à faire des méditations longues en silence. Et alors, je fais des méditations longues en silence, mais quand je suis dans des groupes, oui, voilà. avec un instructeur qui est là, même s'il parle pas, oui, mais il y a encore quelque chose. Ça rassure, ouais. Il faut un cadre. Bah, pour moi, oui. Et puis en fait, en même temps, il y a pas. C'est ça qui est génial avec la méditation, c'est qu'il n'y a pas de règles. Oui. Faites comme vous voulez, en fait. J'aime bien. C'est Christophe André qui m'avait dit ça, qui m'avait dit, mais t'as commencé la méditation exactement comme il fallait commencer la méditation, c'est-à-dire pour découvrir ce que c'est. Pas pour mieux dormir, pas pour être moins stressé, pas pour régler les problèmes d'anxiété. Juste pour voir. Juste pour voir. Ouais. Et en fait, c'est tout le principe de la méditation. C'est-à-dire qu'on essaye juste pour voir, on invite ça dans sa vie. Finalement, c'est simple, c'est accessible un peu partout, ça prend pas beaucoup de temps. Et on accueille, par contre, les conséquences de ce que ça fait pour nous. Et alors, c'était quoi plein de choses, notamment la beauté des moments, en fait, notamment dans la relation avec mes enfants. Cet exemple, un jour, je conduisais mon fils à l'école. Il y avait sa petite main dans ma main. Et c'était un jour d'automne, il faisait magnifique, il y avait des rayons de soleil qui passaient entre les branches, enfin, c'était super. Et moi, en fait, j'étais en train de penser au boulot. J'étais en train de penser, oula, comment ça va se passer Petit Bambou, ça commençait à grossir. Je me suis dit, bon, il va falloir qu'on mette en place un système qui permette de, voilà, patati patata. Et je suis passé complètement à côté du moment. Et en fait, en arrivant au boulot, je me dis, c'était quand même merveilleux ce moment. Je me dis, c'est quand même couillon de ne pas vivre le côté merveilleux à l'instant. Et donc, la méditation m'a réappris à ça. Elle m'a réappris à faire... À te réaligner avec l'instant présent. Exactement. Et continuer de t'émerveiller au moment où... Et ouais, quand cette petite main qui est dans ma main, il se passe tas de choses, il y a une confiance pas possible, et puis on le laisse partir, et puis c'est... Enfin, il y a tellement de choses qui peuvent être vécues intensément, et qui, pour moi, font le sel et la beauté de la vie, que si on passe à côté parce qu'on est dans une sorte d'injonction à la performance ou de pilote automatique, bah, en fait, on finit par dire, comme beaucoup de gens, mes enfants ont grandi trop vite. Eh oui. J'en dis, mais pas du tout, ils ont grandi d'une heure par heure, d'un jour par jour. Mais par contre, si t'es pas là, ça te donne l'impression qu'ils ont grandi trop vite. Mais en fait, en vrai, ils ont grandi à la même vitesse que tout le monde, quoi. Wow. Et donc voilà. Donc la méditation m'a fait ça, me remettre au présent, tout simplement. Et tu l'aurais pas découvert par toi-même, tu penses, si jamais ce projet-là n'était pas arrivé, t'avais pas été présenté. Tu penses qu'il y a un hasard d'ailleurs à ça, ou ce chemin de vie, il était écrit je sais pas. Moi, j'aime bien croire que les choses n'arrivent pas par hasard. Ouais. Voilà. Et j'aime bien croire que si ça n'avait pas été ça aurait été autre chose. Ça aurait été peut-être par une pratique sportive, ça aurait été peut-être par autre chose. La méditation, c'est pas un must. C'est-à-dire que c'est pas, si on ne médite pas, on n'est pas présent. C'est pas vrai. La méditation nous aide mais d'autres choses nous aident à écouter un beau morceau de musique, ou jouer de la musique, ou surfer sur une vague. En fait, on est complètement au présent. Donc, il y a plein de manières de faire ça. Ça a donné envie à tes enfants de se mettre à la méditation, ou tu les as guidés vers ça, ou... Alors, pas du tout. Je les ai pas du tout guidés vers ça, parce que je trouve que c'est une posture que j'essaie de tenir du plus fort de mon être, et c'est pas si simple que ça quand on dirige Petit Bambou. C'est que je ne veux... rien imposer. Rien imposer. Rien imposer. Je vous m'entendrai jamais dire, ou alors franchement, je serais déçu de moi-même de dire, mettez-vous à la méditation. Par contre, si vous vous sentez appelé par quelque chose qui est de l'ordre du décalage et que vous voulez remettre un peu de présence, c'est un très bon outil pour vous réapprendre à faire ça. Mais c'est vous qui décidez, c'est pas moi qui décide pour vous, parce que sinon je remets une injonction et je remets une tâche dans la vie surchargée des gens. Alors que c'est plutôt l'inverse que je veux faire. Et j'en profite, du coup, je ne suis pas ton enfant, mais tout de même, je suis une utilisatrice de Petit Bambou. Si je te dis que parfois, je me fais des méditations en train de faire manger mon petit déjeuner, est-ce que c'est OK, ou alors il y a des points d'amélioration que je pourrais réaliser? Alors, c'est tout à fait OK. Ne cherche pas de point d'amélioration. Okay. Fais comme tu veux. Et ensuite, ce que j'ai envie de dire, c'est comme c'est quand même un entraînement pour se focaliser sur ce qui est présent. Si tu cuisines, sois présent à ta cuisine. Ouais. Tu vois, mais ça permet de sacraliser le moment. Enfin, moi, ça me permet de sacraliser le moment. Ça, je trouve ça vraiment... Enfin, j'ai pas d'avis, hein. Ouais. mais je pense que sacraliser le moment et mettre ça dans des routines, c'est la meilleure chose à faire pour réussir à créer une pratique régulière. Okay. Surtout, change rien. Et le jour où tu te diras, j'ai envie de méditer sans cuisiner, écoute-toi. Oui. Et le jour où t'as envie de cuisiner, ça m'arrive de le faire, mais je te donne cet exemple parce que pour beaucoup, la méditation peut paraître... très stricte, se mettre à l'intérieur de soi, machin. Enfin, moi, j'ai jamais réussi, tu vois, dans le silence. Je sais pas si toi, dans tes premières pratiques, ça a été ça aussi, où
t'essayes de penser à rien. C'est impossible de penser à rien. Ah ben non, puis c'est pas Tu du vois. tout l'essence Et de la on méditation. croit que la méditation, c'est ça. Et après, au fur et à mesure, tu comprends que non. Grâce à vos outils de méditation guidée où on nous rassure dans ces audios. Mais ouais, j'aimerais t'entendre parler de ça, que c'est pas... Il n'y a pas une fin en soi, il n'y a pas une quête d'objectif dans la méditation. Et c'est ça qui est de cool, justement. Ouais, et on est Foutre un peu la paix, tellement quoi. pas habitué à ça. Ouais. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait a des objectifs, en fait. Et là, tout d'un coup, on fait quelque chose qui n'a pas d'objectif. Quelque chose qu'on invite et puis qui va modifier des choses et qu'on a juste à avoir la curiosité d'accueillir ce que ça modifie. Mais vraiment, méditer sans objectif, ne vous mettez aucune pression sur est-ce que je médite bien ou est-ce que je médite pas bien. Mais méditation, j'en ai fait une toute petite, courte tout à l'heure de 2 minutes pour me centrer avant de te parler. Et c'était un brouhaha dans ma tête incroyable. Ouais. Et ce qu'on dit dans la méditation, c'est que c'est simplement, j'ai pris conscience que c'était un brouhaha. Et donc, j'ai regardé quelques pensées qui m'envahissent en ce moment. Oui. Et puis, je leur ai dit, bon, écoute, si tu peux me laisser juste le temps de la discussion avec Laurie, et puis on reprend le fil de cette pensée plus tard. Et en fait, donc, ça m'a permis de réorganiser un tout petit peu pour être pleinement présent avec toi. Mais mon cerveau, il pense tout le temps. Mais c'est vrai qu'on est traversé par 80 000 pensées par jour, dont 80% d'entre elles sont identiques à celles de la veille, et voire même négatives. Donc c'est vrai que la méditation, je trouve, ça permet de faire le point et de marquer la distance entre... ok, donc ces pensées-là, elles sont là, de toute façon, je les connais, elles reviennent en boucle, les observer, et comme si on pouvait les classer, tu sais, dans des jolis classeurs, avec des belles intercalaires, en se disant, ok, là, tu me laisses tranquille, je reviendrai à toi plus tard. Il y a un truc un peu comme ça. Et c'est pour ça que ça marche très très bien. Enfin, là, ça va être un peu antinomique avec ce que je disais. Ne méditez pas pour mieux dormir. Mais cet apprentissage qu'on a à dire au revoir à une pensée, enfin, accepter qu'elle est là, conscientiser qu'elle est là, lui dire au revoir, est un très très bon chemin vers l'endormissement, pour éviter les ruminations, quoi. Et ça apprend Enfin, la méditation, c'est pas en une méditation que tu vas changer ta vie. C'est sur la durée. C'est aussi, elle te permet d'appréhender, d'apprivoiser la patience aussi, je trouve. Absolument. D'accord ? Absolument, mais absolument. Et en fait, on vit dans un monde où l'instantanéité est très présente. C'est-à-dire, on veut écouter une musique, on l'a sur le téléphone. On veut écouter une méditation, on l'a sur le téléphone. On veut regarder un film, c'est disponible. Et en fait, nos actions amènent tout de suite un effet. Et on a été très habitués à ça. Et la méditation, faut réapprendre peut-être au fait que l'instantanéité, en fait, c'est pas là. Et souvent, je compare ça au jogging. C'est-à-dire que si on veut être en meilleure santé physique ou perdre du poids, faire du jogging, bon, très bien, mais en fait, il va falloir faire ça un peu dans la durée pour obtenir les résultats sur notre corps. Parce que si on fait un jogging, c'est très bien. Mais si on veut accueillir les résultats de ce que fait pour nous le jogging, faut faire un peu plus. Et la méditation, c'est vraiment très similaire. Si on veut pouvoir bien accueillir ce que ça fait pour nous, il faut en faire un peu. Mais la bonne nouvelle, c'est que, 1, c'est pas fatigant. 2, c'est que 10 minutes par jour. Ouais. Et qu'en fait, les premiers effets, moi, je les ai vus 8-10 jours. Enfin, ça va très vite. Ouais, ça va très vite. Et c'est... Pour moi, c'était très vite, en tout cas. C'est un entraînement, en fait, de notre cerveau, qui est un muscle. On nous a toujours invités à prendre soin de notre corps, que ça soit par le carburant, par notre alimentation, ou par l'entraînement, d'activités sportives, que sais-je. Mais on nous a rarement dit de prendre soin de notre cerveau et de le chouchouter. Je sais que tu aimes bien cette expression. Et finalement, c'est aussi un peu ça, la méditation. Ça fait partie des outils qui sont très adaptés à ça. En tant que créateur de Petit Bambou, je pourrais dire la méditation, c'est l'outil qu'il vous faut. Mais vraiment pas du tout. Il y a plein d'outils pour chouchouter son cerveau. Il y en a vraiment plein. C'est quoi tes outils à toi ? Mes outils à moi, j'ai la musique, parce que je suis musicien. Quand je joue de la musique, j'ai la chance de jouer 2-3 fois sur des petites scènes, et j'ai pas du tout d'ambition, mais ça chouchoute beaucoup mon état mental. Il y a un moment, chez Petit Bambou, ils m'ont dit, t'es trop là, il faut que tu prennes un peu de temps off. Donc du coup, j'ai repris une activité que j'aime beaucoup et que j'aimais beaucoup, que j'avais laissé tomber, qui est la sculpture. Et la sculpture, c'est probablement la pratique qui me met plus dans un état de flow, où là, je vois plus du tout le temps. Raconte-nous ce que c'est que l'état de flow. J'adore cette expression. Ce que j'appelle le flow, pour moi, c'est que la notion du temps s'efface un peu. Oui. On est dans une espèce de bulle, et on réalise ce qu'on a envie de réaliser. En fait, ça vient tout seul. On n'a pas besoin de recourir à l'effort pour réaliser ce qu'on est en train de réaliser. Et du coup, tout s'efface. Et donc là, si on me dit pas faut aller manger maintenant, il peut être 4 heures l'après-midi, j'ai pas faim. Et ça, tu le ressens dans la sculpture et dans la musique ? Et dans la musique, alors la musique, ça vient un peu quand je joue seul. Quand je joue en groupe, en fait, on est très connectés les uns aux autres. Et donc, du coup, t'es forcément, obligé d'être connecté aux instruments des autres pour être dans un rythme. Et de temps en temps, ça monte. De temps en temps, on ferme les yeux. C'est l'état de transe, un peu. Exactement. De temps en temps, ça monte. Mais pour moi, je l'ai plus dans la sculpture parce que c'est une activité qui est personnelle, en fait. C'est pas une activité de groupe.
Ouais, je ressens ça dans le surf où tu es connecté à l'élément, à la vague, où en fait, tu te sens minuscule parce que finalement, tu dépends d'un élément et d'une ondulation. Et en fonction de comment elle arrive sur toi, tu dois te placer. Et donc, il y a un truc où tu ne fais qu'un avec cet océan, avec cette mer. Et je pourrais oublier de manger, de boire, que je pourrais rester dans l'eau 8 heures. Et tu vois pas le temps passer, quoi. C'est agréable, hein. Ah ouais, c'est fou. génial. Ouais, c'est génial. Bah, tu vois, là, juste le fait d'en parler, j'étais sur ta planche. Sur ma planche. Et toi, qu'est-ce que tu utilises en sculpture? J'utilise pas mal de choses. J'aime bien les. En fait, donc je pars de la terre. Ouais. Et donc j'aime bien les doigts. En fait, j'aime bien le contact de la terre. Tu vois, c'est pas le même élément que l'eau, mais ça reste un élément. Même, tu vois, c'est un truc manuel. Enfin, c'est presque charnel. C'est presque sensuel, en fait. Voilà. Et puis de temps en temps, j'ai quelques outils quand même pour voilà. Mais j'ai trop hâte de voir ça. On a envie de le voir. Tu le montres ou tu le... Je le montre ceux qui me demandent, mais par contre, je les publie pas. Je publie pas parce que je veux que ça reste assez perso, en fait. Mais c'est trop bien aussi. On parlait du culte de la performance, mais de rester un éternel débutant aussi. Je trouve que ça apporte une certaine satisfaction, tu sais, d'être toujours en progression. Moi, je le vois. Tu vois, je suis pas guitariste professionnel, mais j'apprends la guitare depuis des années. Et en fait, je lâche et puis je reviens. Et il y a un truc où, au final, le fait de perpétuellement se dire qu'on est débutant, il y a quelque chose aussi d'assez exaltant là-dedans parce qu'on ne peut que progresser. Je sais pas si tu ressens ça avec la sculpture. Moi, je ressens ça partout dans ma vie. Ouais. Partout dans ma vie. Moi, je suis hyper débutant en tant que président. Je sais pas du tout ce que ça veut dire, quoi. Donc, je suis hyper débutant en sculpture. Ça permet d'aller à l'inverse de la vanité, en fait. Enfin, même si tu devenais guitariste professionnel, je pense que les guitaristes professionnels sont encore débutants. C'est ça. Ils ont encore tellement de trucs à découvrir. Ou des scènes à découvrir avec plus ou moins de public. Enfin, en effet, c'est cool d'être... Et puis le débutant, en fait, il s'émerveille. Oui, de tout. Je suis d'accord. Et je trouve que la méditation permet... pas d'accentuer cet émerveillement, mais en tout cas de se reconnecter à des choses toutes simples de la vie. Moi, j'étais en vélo hier, il y avait une lune, un ciel rosé magnifique. Je me suis arrêtée, j'étais en retard. Je me suis arrêtée, j'ai pris une photo juste de ce moment parce que j'étais dans une joie profonde, même si j'étais en retard, de cet environnement magnifique. Et je crois que c'est chouette d'appuyer sur le bouton pause de temps en temps. Parce que la beauté est partout. On est comme dans un monde très, très connecté qui dirige notre attention plutôt vers des choses qui sont graves. Je dis moches au sens, pas philosophique du terme, mais au sens conceptuel du terme. Alors qu'en fait, la beauté, elle est partout. Ouais. Il suffit de s'asseoir sur une terrasse de café et de voir deux gens qui se retrouvent et qui se serrent dans les bras. Oui, j'adore. Les quais de train, tu vois, les gens qui pleurent, qui s'embrassent, l'amour, parfois la tristesse, mais... qui est une certaine forme de beauté aussi. C'est quand on ouvre un bouquin, il y a quelqu'un qui a écrit quelque chose qui est super beau. En fait, il y en a partout de la beauté. Donc on peut se connecter à tout ça, mais il faut réapprendre à ça parce qu'en fait, on a appris, notre société qu'on appelle moderne a appris à décaler notre attention vers des choses graves et moches. Et sur de la surstimulation aussi, on est sans cesse connectés les uns aux autres, mais aussi déconnectés. On parle de réseaux sociaux et j'aime bien ta formule. En tout cas, je t'ai entendu dire que c'est plutôt des réseaux asociaux. Oui, ça nous coupe. Ouais, ça nous coupe. Alors, il y a une partie sociale dans ces réseaux, parce qu'évidemment, on peut communiquer entre... Mais en fait, la grosse partie de ces réseaux sociaux, c'est quand même du contenu qui est choisi par des algorithmes pour nous plaire et pour nous faire un shot de dopamine qui nous donne une petite satisfaction, qui, au final, toutes ces petites satisfactions additionnées nous créent une grande détresse de solitude. Je suis plutôt quelqu'un qui aime pas trop ces sociétés-là. Et justement, c'est quoi ton rapport à la solitude, à toi? Tu sais être seul? Non, j'ai du mal à être seul. J'apprends, en fait. Plutôt que d'être seul, j'arrive à être à peu près avec moi-même. J'ai appris à peu près, parce qu'il faut encore être super débutant là-dedans, à être à peu près amoureux de moi-même. Et tu supportes ta propre présence. Ouais, voilà. Mais je le dis, amoureux de moi-même, ça peut paraître très narcissique, mais j'ai appris à développer une certaine forme d'amour de moi. Donc, mais t'as du mal à le formuler. Ouais, j'ai du mal. C'est encore neuf. Ouais. Bah oui, parce que je vois aussi tout mon chemin, tout mon chantier, toutes mes détresses, tout ça existe. Donc j'ai appris à aimer ça. Donc quand je dis j'ai appris à être amoureux de moi-même, c'est pas j'ai appris à être amoureux de ma beauté. J'ai appris à vivre avec le garçon que je suis, avec tel qu'il est, quoi. Donc et il y a des choses que j'aime pas trop de moi, que j'aimerais ne pas avoir, et puis que je finis par embrasser quand même, parce qu'elles font partie de moi. Donc voilà. L'amour de soi. Ouais, c'est pas simple. Et tu l'as appris quand, comment? Enfin, tu es un éternel débutant, tu viens de le dire. Et est-ce que tu le transmets aussi à tes enfants? Et comment? Avec quel outil? Alors, comment? Du mieux que je peux. Quels outils? Non, en fait, il n'y en a qu'un seul outil, c'est l'amour.
Voilà. Avec un grand C'est A. juste, ouais, avec un grand A. En fait, je pense que c'est notre seul rôle de parents. C'est d'aimer nos enfants. Aimer nos enfants, ça peut prendre plein de formes différentes. Il faut trouver la forme qui est OK pour nous. Ajuster, ouais. Trop les aimer, ça peut être les étouffer. Donc, en fait, mais c'est juste avoir un profond amour. Enfin, moi, en tout cas, j'ai un amour infini pour mes enfants. Vraiment infini. Et puis, en même temps, avec une distance qui se crée, mais que j'aime aussi. En fait, oui. J'aime les voir partir. Ce passage de la transformation d'enfant à adulte qui se fait en 4-5 ans, finalement, ça va assez vite. Hein. Et en fait, il est merveilleux. Il est merveilleux. Et ton rapport à l'amour, tout court? Ma relation à l'amour, en fait, elle est omniprésente. En fait, j'avais lu cette étude sur les grands regrets de fin de vie. Je crois que c'est Harvard qui avait fait ça, donc sur plusieurs générations de personnes qui mouraient. Qu'est-ce qu'ils regrettaient, finalement? À la surprise générale, il y a personne qui dit « Oh, j'aurais dû plus bosser juste avant de mourir. Oh, j'aurais dû gagner plus d'argent. Personne ne dit ça. Donc, je me dis, à la surprise générale, c'est évidemment ironique. Et en fait, le plus grand regret de fin de vie, c'est j'ai pas assez consacré de temps à aimer. Je donne de leçons à personne, mais c'est, ça y est, on a le guide, en fait. Si on veut être content de notre vie et pas trop regretter ce qu'on n'a pas fait, il faut aimer. Donc, en fait, c'est omniprésent. Donc, aimer, ça veut dire quoi? Ça veut dire aimer ce moment avec toi. Ça veut dire aimer voir tout ce qui se passe autour de nous là pour rendre ce moment possible. C'est se connecter à de la gratitude, c'est se connecter à tout plein de choses comme ça. Donc, c'est assez omniprésent et j'essaye, autant que faire se peut, d'accorder une grande place à ça. C'est aimer le moment de sculpture, c'est aimer retrouver des amis, c'est aimer regarder, c'est aimer se coucher de soleil, aimer... voilà. Cette lune qui apparaît... alors qu'il fait encore jour. Exactement. Ouais. Exactement. Donc, en fait, c'est assez omniprésent. Et puis, en même temps, c'est aimer, c'est... c'est douloureux aussi. Ouais, c'est un chantier. Hein. C'est un chantier. Hein. C'est se rappeler à chaque instant qu'en fait, oui, en fait, on est, je pense, finalement... Ça va faire un peu mystique de dire ça, mais on est finalement sur Terre, à mon avis, pour ça, à peu près. Ouais. Tu vois, en tout cas, j'en suis là. Peut-être que dans 10 ans, je dirais, mais quelle connerie t'as raconté à Laurie pendant ce podcast. Mais pour l'instant, j'en suis à peu près là. Mais non, mais c'est génial. Et je pense que tu réapprends aussi l'amour de toi dans ces moments de chaos et de vulnérabilité extrême. Et la vulnérabilité t'apprend aussi à être plus émerveillé. Mais oui, j'aime bien ce mot vulnérabilité, qu'on a tendance à vouloir... à cacher. À cacher, ouais. Notamment dans des fonctions telles que celles que j'exerce, en fait. Les gens s'attendent à voir quelqu'un qui projette le succès, en fait, où je peux mettre plein d'idées sur ce que les gens attendent. Ouais. Et donc, cacher cette vulnérabilité pour apparaître fort, droit, solide, machin. Alors qu'en fait, comme chacun, on est chacun que nous, quelle que soit la fonction qu'on exerce ou quel que soit notre chemin de vie. Et oui, on a plein de vulnérabilités. Et en fait, les embrasser, les accepter, les accueillir et tout ça, et moi, je trouve que ça fait partie d'un chemin qui nous permet de développer de l'amour pour nous. Non, mais c'est fort parce que j'imagine que tu dois... Enfin, quand tu es président d'une entreprise, je sais que tu n'aimes pas ce terme. Non, mais là, je l'utilise c'est parce moi qui l'ai utilisé. Non, mais tu vois, tu dois avoir une certaine posture où rien n'est censé te traverser. Or, tu es un être humain. Ou pas, hein. Je pense que c'est vraiment pas mon canal. Hein. Je crois qu'ils comprennent. Non, mais beaucoup de personnes, tu vois, je pense, mettre leur armure de chevalier en disant, voilà, je suis le patron de telle boîte, donc je n'ai pas le droit de faillir. Or, toi, tu t'es autorisé et tu as été transparent en disant, voilà, là, c'est un moment de ma vie particulier et tu as appris à embrasser ta vulnérabilité, peut-être ton hypersensibilité, j'en sais rien, mais d'avoir l'honnêteté d'en parler aux gens que tu emploies, je trouve ça hyper fort, quoi. Merci, ouais. Pour moi, c'était très fluide. Parce qu'en fait, on s'est instauré une relation avec chacun des personnes qui contribuent à ce projet Petit Bambou, quelque chose qui est de l'ordre de la simplicité, en fait. J'aime pas trop ce mot authenticité, même s'il est magnifique, mais il est tellement utilisé qu'il se vide de son sens. Évidemment que j'ai mon jardin secret, que je leur dis pas tout. Bien sûr. Eux gardent des jardins secrets, et puis qu'ils se partagent leur jardin entre eux des fois, et pas avec moi, évidemment. Mais donc, du coup, c'était pas un effort, en fait. C'était pas un effort. Je dis, voilà, je traverse ça, quoi. Je l'avais pas formalisé dans ma tête comme ça, mais je pense que c'était aussi un appel à la gentillesse. Oui, et à la bienveillance. Ouais, c'est un appel, c'est be nice avec moi, parce que là c'est un peu rude, donc be nice. Et en fait, des gens répondent assez bien à ça, évidemment pas tous de la même façon, pas tous, voilà, mais les gens répondent assez bien à ça, parce qu'en fait, on aime bien être gentil avec les gens, en fait. Oui, et je crois que ça rassure aussi que des personnes qu'on peut fantasmer ou aduler puissent être transparents sur des douleurs, des chagrins, des échecs qu'ils puissent traverser. Et finalement, le fait juste de parfois le traduire et le transmettre en disant, voilà, je suis pas au max là, mais c'est OK, on va gérer. Et finalement, tu as un espèce d'élan de bienveillance et d'accompagnement hyper magique. La magie
des relations humaines est assez formidable. Et l'intelligence émotionnelle des autres est partout, en fait. On sous-estime tout ça. Ah bon, et on peut pas être au top tout le temps, de toute façon. Ouais. Personne. J'ai envie de rebondir sur ce que tu dis, les personnes qu'on adule. Moi, c'est quelque chose que j'essaie de casser un peu ce truc-là. Parce qu'en fait. Ce mythe. Ouais, ce mythe. En fait, il y a plein de gens qui sont notamment, depuis qu'on est exposé médiatiquement beaucoup avec nos téléphones, tout ça, on a plein de modèles de bonheur qui nous sont proposés. Dans des valeurs qui me tiennent très à cœur, comme l'écologie et tout ça, il y a des modèles. Et en fait, quand j'étais petit, j'étais fan aussi de musiciens. Évidemment, j'étais fan de Robert Smith, de Cure. J'étais poster partout dans ma chambre. C'est un peu rebelle quand même, parce que c'était un peu noir. Et je me suis toujours dit, si je le rencontre, je vais être déçu, en fait. Et donc, en fait, ne pas trop aller projeter et si je deviens Robert Smith, bah, finalement, peut-être que lui, il est très heureux dans sa réussite et dans son bonheur, mais c'est le sien. C'est pas le mien. Donc, en fait, là, avec l'exposition médiatique, on nous propose plein de modèles de bonheur. Et je trouve que c'est très frappant pour moi, notamment au niveau des enfants. Et, les youtubeurs, enfin, j'en passe, j'ai pas envie de citer de nom. Si je cite quand même Kim Kardashian, non, ne deviens pas Kim Kardashian, plus, plus non. Bref, des modèles, il n'y a pas de risque. Mais ces modèles de bonheur-là, je trouve qu'ils nous font beaucoup de mal. Ouais. Parce qu'en fait, ils nous mettent sur un chemin qui n'est pas le nôtre. Et même si on y arrive, parce qu'il y en a qui y arrivent, en fait, ils se rendent compte qu'en fait, c'était pas leur bonheur. Et peut-être que ces modèles de gens qui proposent un modèle de bonheur ne sont pas heureux eux-mêmes. Je vois le modèle de réussite entrepreneuriale que tout le monde adulait il y a quelques dizaines d'années, c'était Steve Jobs. Oui. Il est mort très malheureux. Donc en fait, mais pourquoi prendre ce chemin-là si même lui, ça l'a rendu malheureux alors qu'il a réussi le chemin. Écoutons plutôt, c'est quoi notre chemin de bonheur intérieur en fait. Cheminons sur notre chemin plutôt que sur le chemin d'un autre. Et donc refusons un peu les modèles de bonheur qui nous sont proposés, je trouve. Et toi, Ludovic, ça serait quoi ta recette du bonheur alors ? Je peux pas répondre à ça. Je sais pas répondre à ça parce que s'il y avait une recette, ça se saurait. Il y a quelques éléments. Moi, je pense que la présence, c'est très important. Il y a une thématique qui m'intéresse beaucoup en ce moment, que j'ai verbalisée en reconquérir nos espaces. Je trouve qu'en fait, on s'est fait très envahir pas mal d'espaces. Je peux parler de ce que j'appelle espace après. Et que pour moi, un des chemins vers le bonheur, c'est vers le bonheur, pas le chemin du bonheur, encore une fois, parce que le bonheur, c'est jamais un état stable. C'est bien de le rediriger. Ouais. Et c'est de réinvestir les espaces qui ont été envahis par d'autres, en fait. Et quand je dis d'autres, c'est justement ces modèles de bonheur, c'est la dispersion attentionnelle qu'on peut vivre, c'est les injonctions c'est la quête de performance, donc c'est refaire de la place là-dedans pour les retrouver, notre libre arbitre, notre liberté, nos rêves, notre temps. J'aime bien aussi la notion de reconquérir les espaces que j'appelle les lieux. Donc pour moi, il y a la reconquête de l'espace attentionnel, la reconquête de l'espace-temps, pour apprendre à créer plein de trucs, fabriquer, faire, éplucher des carottes, et reconquérir les lieux, les liens et les lieux. Et ce que j'appelle lieu, c'est notre corps, déjà, parce qu'on habite là. C'est notre chambre à coucher, notre cuisine, notre salon, notre maison, notre jardin, notre quartier, notre ville, notre pays, notre monde. C'est reconquérir notre espace là-dedans. Qu'est-ce que je veux habiter dans tous ces espaces et faire ça de mien. Cette notion d'espace, aujourd'hui, en tout cas, c'est une entrave au chemin vers le bonheur. C'est des rochers sur le chemin. Et donc, si on arrive à les enlever, peut-être qu'on cheminera plus facilement vers ce bonheur qui, encore une fois, n'est pas un état stable. Ça n'arrive pas qu'on dise, non, je suis heureux, et puis c'est bon. Non. Done. Sinon, ça serait pas drôle. Ouais, ça serait on s'ennuierait. Non, mais la vie est impermanente. Et c'est ça qui est chouette. Faut kiffer le chemin. C'est un peu impensif, mais faut kiffer. Tu me parles d'espace, ça me fait penser à Thomas Pesquet. Je suis en train de lire son livre et je te le conseille parce que dans la notion d'espace, t'as pas parlé de dézoomer, tu sais, de sa propre réalité. Et je me suis toujours demandé, je rêve de recevoir Thomas Pesquet dans ce podcast. Si tu m'entends, Thomas, tu es le bienvenu. Qu'est-ce que ça fait de justement dézoomer, de voir, tu vois, d'être au-dessus de cette planète Terre et de se dire, tiens, en fait, je suis là, mais en fait, je peux aussi être là. Et je trouve ça vertigineux et j'aimerais trop échanger avec lui des espaces et sa notion de l'espace à lui. Tu penses que ça serait la même que nous ? Pas certaine. Non, pas certain du tout. Si tu cherches une lecture un peu plus sur Thomas Pesquet, qui est un peu plus triviale, il a fait une bande dessinée qui s'appelle Dans la combi de Thomas Pesquet, qui est à mourir de rire. Ouais, voilà, ça sera ma prochaine lecture. Et je connais plus, j'ai plus l'autrice en tête, ça m'énerve parce que j'adore tout ce qu'elle fait et ça va me revenir évidemment après. On pourrait la retrouver. Ouais. Dans la combi de Thomas Pesquet, c'est vraiment très très bon. Ok, je le mettrai là, dans l'image. Et Thomas Pesquet, il a dit une phrase qui m'a quand même marqué sur cette notion d'espace. Donc quand il voyait la Terre, il dit c'est tout petit et vous savez quoi ? Après, autour de la Terre, il n'y a rien, en fait. Il n'y a rien. C'est-à-dire que vous pensez fantasmer aller vivre là ou aller vivre là sur d'autres trucs. En fait, vous savez quoi ? Il n'y a juste rien. C'est juste là.
Et en fait, lui, il témoigne de la fragilité qu'il a ressentie en voyant cette petite couche d'atmosphère autour de la Terre. On doit écouter ça, hein, parce qu'en fait, quand on se rend compte, quand on est dans le rien, dans une boîte à sardines en ferraille, et qu'on se rend compte qu'en fait, c'est là qu'on habite, et c'est pas autre part, en fait, ça doit quelque part modifier notre façon d'être au monde et de prendre soin, en fait, de prendre soin de ce lieu qui est quand même merveilleux, qui est le seul lieu où on peut habiter, parce qu'il n'y a pas de plan B. En fait, ouais. Je vois que tu roules en vélo, moi aussi je roule qu'en vélo. Donc ça commence par ça, ça commence par les petites choses. En plus, c'est tellement bien de rouler en vélo que faites du vélo. Tellement vivant, vivant. Mais ouais. Et je me suis sentie tellement vivante à tes côtés pendant ce podcast. Merci aussi d'améliorer notre perception au monde à travers un outil intelligent que tu as créé. Voilà, c'était un bonheur d'échanger avec toi sur ta façon de voir la vie, voir comment tu l'as transformée, comment tu continues à la transformer avec ton histoire, ton amour de toi, des autres, tes failles et tes vulnérabilités. Merci de t'être autant confié. Merci à toi, vraiment merci à toi pour tes questions et de créer ces conditions qui permettent cette ouverture aussi simple. Confiance, toujours. Yes. Merci Ludovic. Merci à toi. Merci, à très vite. Bisous les amis.